Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous le savez sûrement, mais un des gros avantages de créer un podcast, c'est de pouvoir rencontrer des personnes que l'on admire. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère dans le podcast. C'est quand même un énorme avantage de pouvoir dire, ok, est-ce que tu accepterais d'avoir une discussion pendant 1 heure avec moi à une personne qui vous inspire? C'est une vraie excuse et ça fonctionne. Et cet épisode ne manque bien sûr pas à l'appel puisque j'ai le plaisir de recevoir Maëlan du compte Rocket Ton Business du podcast Révèle-toi et qui est une personne bien sûr que je trouve formidable. Maëlan est spécialiste en création et développement de micro-entreprises, c'est aussi la fondatrice donc de Rocket Ton Business. Elle est ex-juriste, ex-content manager en freelance, mais c'est bien sûr également une podcasteuse puisqu'elle a créé le podcast Révèle-toi. Cet épisode s'adresse principalement aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs, mais si vous avez un podcast passion ou un projet de podcast passion, je suis sûre que vous allez pouvoir y trouver quelques informations qui vont vous aider. On y parle d'aimer sa voix et sa façon de parler, ce qui est pas toujours évident quand on commence un podcast, de comment ne jamais être à court de sujets pour ces épisodes et surtout de comment rester focus et ne pas s'éparpiller. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous aimez tester de nouvelles choses, vous l'avez sûrement remarqué, on a parfois tendance à s'éparpiller. On va tester les Reels sur Instagram, puis alors on va créer un compte Pinterest, ou alors on va tester cette nouvelle méthode magique pour communiquer, trouver de nouveaux clients, etc. Bref, tout ça est très tentant, mais ça ne nous aide pas vraiment, puisque ça ne fait que nous éparpiller. Alors Maëlan va nous donner ses conseils pour rester focus sans se culpabiliser. Et si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, restez à l'affût parce que les portes de la Micropreneur Academy ouvrent très prochainement et on en parle plus en détail dans l'épisode. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit remerciement. Et cette fois-ci, c'est celui de Laura, qui a le podcast Les Coulisses du Voyage, qui dit un rendez-vous incontournable. À chaque épisode, je trouve de belles astuces et réflexions qui me sont très utiles pour le développement de mon podcast. J'aime l'ambiance dynamique et très claire. On va droit au but et ça rebooste. Merci. Et merci beaucoup à toi, Laura. Ton commentaire me fait énormément plaisir. Et j'en profite parce que je voulais vous faire un remerciement général parce que depuis que j'ai fait cet épisode sur les commentaires, comment laisser, pourquoi, etc., il y a eu beaucoup de réactions, donc j'ai vu que c'était un souci pour beaucoup de podcasteurs et vous avez été nombreuses notamment à me laisser un avis et un commentaire et donc voilà, donc merci énormément pour ça. Mais sans plus tarder, place à ma conversation avec la très sympathique Maëlan. Bonne écoute! Bonjour Maëlan. Bonjour Anastasia. Je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix, donc merci encore énormément d'avoir accepté mon invitation pour cette toute première interview de 2021. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'être sur ton podcast. Alors, donc Maëlan, toi tu es spécialiste en création et développement de micro-entreprises, donc avec ton entreprise qui s'appelle Rocket Ton Business. Tu es aussi ex-juriste et aussi ex-content manager en freelance et créatrice du podcast Révèle-toi. Ah oui. T'as un parcours qui est hyper intéressant avec pas mal de changements de cap, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment est-ce que t'en es arrivée aujourd'hui à être formatrice à plein temps? Ouais, bonne question. T'as très bien résumé mon parcours, t'es très bien informée. Donc effectivement, moi j'ai eu une scolarité
classique entre guillemets. J'ai fait vraiment des études de droit, parcours classique, master 2, droit des affaires et fiscalité. Donc concrètement le droit des impôts, ça se rapproche beaucoup de la compta. Donc pas du tout entrepreneuriat et web, hein, c'était pas encore ça. C'est vraiment, ça s'est fait de fil en aiguille. Donc du coup j'ai exercé 3 métiers en 2 ans, donc je me suis pas mal reconvertie. En fait pendant mes études de juriste, j'étais freelance en rédaction juridique, donc rédaction web pour des articles juridiques à destination des personnes qui voulaient créer leur boîte. Donc au sein d'une legal tech, ça s'appelle. J'ai découvert ça vraiment par hasard, hein. Je faisais ça pendant mes études, je savais même pas que le métier de rédacteur web était un métier concrètement. Comment t'as découvert ça justement? Comment j'ai découvert ça? C'était sur un groupe Facebook, vraiment par hasard. C'est mon frère qui m'a envoyé ça, un groupe Facebook Entraide des étudiants en droit. Et c'était une start-up bordelaise qui cherchait des rédacteurs pour alimenter leur blog. Donc vraiment, c'était à l'époque où il y avait des start-up du droit qui commençaient à pas mal se monter pour aider sur la création d'entreprises, tout ce qui était formalité administrative qui pouvait être automatisé avec des logiciels. Et j'ai postulé, mais vraiment, je me suis dit bon, moi j'adore écrire, hein, j'ai toujours été littéraire. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais voilà, je connaissais pas du tout la rédaction web, je connaissais pas du tout le SEO. Donc vraiment, je me suis formée sur le tas. Ça a duré 2 ans, donc vraiment en parallèle de mes études. Mais tu vois, je me suis jamais dit j'ai envie de faire ça. Et donc moi vraiment, j'ai continué un voie classique, donc avec un master 2 en droit des affaires. Et je voulais préparer le concours d'avocat. Donc pendant que je préparais le concours d'avocat, en fait, sur 1 an, je travaillais en cabinet d'avocat. Donc vraiment, voilà, très classique. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 6 mois que c'était pas du tout ce dont j'avais rêvé. Enfin, je résume un petit peu là, mais je me suis dit, oulala, il faut que je parte de là. Voilà, j'étais pas épanouie. Ça manquait. C'est un métier en fait. Il y a beaucoup de rigueur. Enfin, c'est assez austère comme métier. C'est hyper intéressant, c'est hyper pragmatique, en tout cas pour moi. Mais ça manque, tu vois. Enfin, je manquais de créativité, de liberté. Puis à l'époque, voilà, j'avais soif de voyage, des choses comme ça, et je me disais, c'est trop bête. Et c'est de fil en aiguille, vraiment, bon là je te résume, ça s'est fait sur plusieurs mois, et je me suis dit mais pourquoi je continuerai pas dans la communication digitale, parce que j'adore le web, j'adore à l'époque j'avais un blog voyage, tout ça, j'adorais faire des trucs sur le web, et je me dis mais pourquoi je ferais pas ça, pourquoi je continuerais pas dans la rédaction web juridique. C'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait, et donc pourquoi je me lancerais pas à mon compte. Donc là vraiment je me suis lancée par hasard. Et du coup je suis partie du cabinet d'avocat, et j'ai créé j'avais déjà une entreprise, mais j'ai pris cette entreprise-là à temps complet dans la rédaction web juridique, et un petit peu plus après dans la stratégie éditoriale, le content management pour les professionnels du droit. Donc c'était essentiellement des startups du droit qui sont présentes sur Internet. Par exemple, tu vois, si tu as un litige avec ton voisin ou un impayé, c'est des structures qui vont te permettre d'automatiser un petit peu la gestion de ces litiges-là, d'envoyer des recommandés, etc. Voilà, c'est vraiment, tu délègues en fait la gestion de tes conflits. Et également au niveau de la création d'entreprise, il y a énormément de choses qui peuvent être automatisées, comme les statuts, les déclarations auprès du greffe, etc. Donc pour que le créateur d'entreprise ait plus de temps pour faire d'autres choses, parce qu'il y a bien d'autres choses à faire. Et donc voilà, je travaille pour ces entreprises-là, également entreprises du chiffre, donc tout ce qui est start-up de la finance qu'on appelle les fintech, et également les banques en ligne. Et puis voilà. Mais c'est pas tout. Puisque du coup, en parallèle, tu vois, je me disais, ok, j'ai des compétences juridiques, tout ça, qui peuvent vraiment aider les créateurs d'entreprises et les personnes qui sont déjà lancées. Et c'est dommage, tu vois, je me sentais un petit peu frustrée. Je me dis, c'est dommage de pas en faire profiter aux petits créateurs d'entreprises. Puisqu'initialement, moi, je me disais, voilà, je vais être avocate et je vais aider les petites entreprises. Or, ce qui se fait dans les cabinets d'affaires et des cabinets fiscalistes, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, c'est qu'on aide les gros patrimoines, on aide les grosses boîtes, etc. Voilà, c'est ça. Pour dire, franchement, c'est ça. Et donc, du coup, je me sentais un petit peu déconnectée de tout ça. C'était vraiment, c'était des dossiers... je me sentais pas sur terre quand on les faisait, tu sais, c'était pas du concret, c'était pas du terre à terre. Et donc, il y avait moins ce côté humain là, c'était beaucoup des chiffres, des réunions, enfin bon, voilà. Et donc là, je me suis dit, je vais créer un blog entrepreneuriat en parallèle de mon activité de freelance, donc que je démarrais tout juste. Je vais créer le blog Rocket Ton Business, et grâce à ça, je vais aider des créateurs d'entreprises à se lancer, notamment au niveau des démarches juridiques. Et puis également, comme j'adorais la communication et le marketing, il y avait un petit peu de ça. Il y a toujours d'ailleurs. Et donc voilà, c'est comme ça, et tu vois, c'est parti d'un blog. Et de fil en aiguille, en fait, ce blog-là a pris un peu le dessus sur mon activité de freelance. Parce que ça, c'est vraiment mon activité coup de cœur. Pour le contact humain, le fait d'aider les gens, tu vois, à changer de vie, à monter leur boîte. Et donc, l'an dernier, en parallèle de mon activité de freelance, j'ai lancé mon premier produit, donc la Micropreneur Academy, qui est d'ailleurs mon seul produit, même là, à l'heure actuelle.
sous forme de membership. Donc j'ai lancé ça en mars dernier. Et au fur et à mesure, tu vois, je me suis de plus en plus consacrée à ce membership, il a grossi. Et donc moi, j'ai quitté mon activité de freelance en août dernier. Donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Et donc là, je suis à 100% dans mon activité de... alors, j'aime pas trop me donner des étiquettes, mais effectivement, j'en ai besoin quand même quand je me présente, donc de formatrice à la création et à la gestion d'entreprise. Voilà ma petite histoire. Avec la Micropreneur Academy V2 qui sort officiellement bientôt, dont les portes ouvrent très bientôt là. Oui, donc là il y a eu un rebondissement effectivement. Quand j'ai mis fin à mon activité de freelance, j'ai aussi un peu, je veux dire réformé, non, enfin j'ai un peu refait mon produit, donc la Micropreneur Academy qui était à l'origine un membership. Et là depuis octobre-novembre, c'est du boulot. Je bosse sur sa refonte, c'est-à-dire que je le transforme en programme en ligne, en formation en ligne, et je prépare le Datadoc pour que ce soit éligible au financement. Donc là, je croise les doigts. Là, à l'heure où on enregistre, je devrais bientôt avoir les résultats. Mais voilà, donc là, ça devient donc en février, les portes ouvrent et ça devient un programme en ligne en 12 modules d'une durée de 3-4 mois. Un programme intensif, il y a beaucoup de choses autour de la création d'entreprise, mais pas que, puisqu'en fait, il y a 2 versions. Une version pour les entrepreneurs qui sont pas encore lancés et ensuite pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés. Donc, on voit vraiment marketing, on voit structuration d'activité, tu vois, études de marché, persona, créer une offre, etc. Protection sur le plan juridique, organisation, finance, voilà. C'est un truc assez complet. Je voulais vraiment que ce soit, tu vois, une énorme boîte à outils pour les personnes qui se lancent ou qui se sont déjà lancées il y a quelques mois et qui ont vraiment besoin de voir ou revoir les bases. Bon, bah écoute, super. Et à côté de ça, donc tu as un podcast donc qui s'appelle Révèle-toi, que tu as lancé en février 2020, donc bientôt un an. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est ton podcast, un petit peu le pitch, si tu devais pitcher ton podcast? Le podcast Révèle-toi a été créé pour accompagner finalement les créateurs d'entreprises et les auto-entrepreneurs débutants, bien dans la création de leur activité, dans leur premier pas d'auto-entrepreneur, trouver ses premiers clients, structurer son activité, s'organiser et puis être un peu épaulé, rassuré, parce que c'est pas évident de se lancer. Surtout en 2020-2021, c'est pas évident. Et donc, c'est vraiment un soutien logistique, moral, matériel dans la création d'entreprise et la gestion d'entreprise. Donc, je parle vraiment de sujets divers et variés. Souvent, on m'associe au juridique, à la fiscalité. Alors oui, j'en fais parce que c'est mon expertise, entre guillemets, c'est ma valeur ajoutée. Mais je traite de plein d'autres sujets puisque... voilà, j'ai pas forcément envie de m'arrêter au juridique, il y a vraiment pas que ça quand on crée sa boîte. Donc c'est voilà mais en fait ça reprend les thèmes de la Micropreneur Academy, donc il y a les finances, l'organisation, structuration d'activité, trouver ses clients, etc. Et comment est-ce que t'es venue cette idée en fait de créer un podcast? Pourquoi ce format? Parce que t'avais déjà un blog du coup à l'époque, tu disais. Donc j'avais un blog depuis 1 an, oui c'est ça. Et je pense que le fait d'avoir été rédactrice web à côté, en fait, je me lassais de l'écriture. Vraiment, ça devenait un petit peu, surtout qu'en plus, je le faisais en parallèle de mon activité de freelance. Et donc, le week-end et le soir, je me retrouvais à écrire des articles de blog et ça me plaisait moyennement. Et puis, je sentais, tu vois, j'avais besoin de plus de proximité, plus d'échanges avec mon audience. Et donc, alors, j'ai pas du tout pensé au podcast d'abord. Moi, je me suis toujours dit, le podcast, ça me va pas. Voilà, je suis pas habituée à parler dans un micro, je vais pas être à l'aise. Moi, je suis douée pour l'écrit, pas pour l'oral. Et donc voilà, c'est arrivé tardivement. Ouais, en fait, c'est parce que Julie Kinoko m'a invitée dans son podcast. Alors, ça remonte entre guillemets, en octobre 2019, il me semble. Et donc, du coup, c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre. C'était mon premier podcast. Et donc, j'étais plutôt pas inquiète, mais ouais, j'étais pas à l'aise. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et surtout, j'ai eu de très bons retours de mon audience, qui était finalement ravie d'avoir un format audio pour me découvrir un peu plus que via Instagram et les articles de blog. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et si je me mettais pas un petit coup de pied aux fesses. Et voilà, et du coup je me suis dit je vais lancer mon podcast. Donc vraiment 1 mois après, j'avais acheté mon micro, tout ça, j'étais à fond. Ça s'est vraiment fait, vraiment. Moi j'ai des petites lubies comme ça, ça se fait du jour au lendemain, j'ai des déclics. Mais ça marche bien ça en général. Ouais, oui, c'est comme ça. Moi je me laisse porter par ma motivation, mon inspiration. Et donc j'ai commencé à m'informer un petit peu sur internet. C'est là je t'apprends rien, il y a tellement de ressources diverses et variées.
pas trop francophone, mais ça commence à arriver. Mais voilà, anglophone, je regarde pas mal de ressources anglophones sur l'entrepreneuriat de façon générale, le marketing. Et donc là, il y a pas mal de trucs sur les podcasts, mais justement un peu trop. Et moi, j'étais perdue. Je savais même pas comment finalement m'enregistrer, monter, sans parler de l'aspect stratégie, partage, etc. Donc je me suis sentie un petit peu perdue et c'est pour ça que j'ai pris un accompagnement du coup avec Julie Kinoko qui venait de m'interviewer 2 mois auparavant. Et donc ensemble elle m'a coachée pour que je puisse déjà redéfinir un petit peu ma cible, mon offre, parce que c'est quand même important quand on a un podcast de pas aller non plus de pas partir à la fleur au fusil sans vraiment définir un petit peu pour qui on parle et pourquoi on le fait. Et elle m'a aidée sur tous les aspects donc de la création d'un podcast. Et donc c'est comme ça qu'est né Révèle-toi du coup en février dernier. Et depuis c'est devenu mon format de contenu numéro 1. Qui l'eût cru il y a 1 an et demi. C'est ça. Mais j'adore le podcast parce que ça me permet vraiment d'être hyper libre dans ce que je fais et surtout de vraiment bâtir un lien de confiance et de proximité avec mon audience. J'ai vraiment vu la différence par rapport aux articles de blog. Donc c'est vrai que là je reste sur ce créneau-là, sur ce format de contenu-là, parce que je suis ravie de m'être relancée. Et voilà, on va revenir là-dessus juste un peu plus tard, mais avant de parler de ça, je veux juste aborder un petit sujet qui est important quand même quand on commence un podcast, c'est bien sûr la voix. Et la façon de s'exprimer. Moi je sais que ça a été mon cas quand j'ai commencé De Vraie Vie, où j'aimais pas du tout ma voix, j'avais vraiment du mal à m'écouter parler, c'était hyper compliqué, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes en fait qui quand ça peut être un blocage ou une peur avant de commencer un podcast en se disant non, moi j'aime pas ma voix, ou j'ai du mal à m'exprimer. Et je crois que ça a été le cas pour toi aussi. Je l'ai entendu dans un podcast où tu disais justement que t'étais pas forcément très à l'aise avec ça au début. Est-ce que justement t'as des petits conseils pour essayer de surpasser un peu ces peurs au début? Est-ce que ça t'a mis des blocages et comment t'as fait pour les surpasser? Ah oui, moi je partais de loin en matière de aimer ma voix et expression orale. C'est vrai, comme je te l'ai dit, j'ai toujours été très littéraire et donc je me cachais un peu derrière ça, et c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise sans avoir vraiment des problèmes particuliers à l'oral, mais effectivement je me disais pas que ça va être mon instrument business, tu vois. Et donc c'est vrai qu'au début ça a été compliqué, hein. Moi mes premiers épisodes c'était très compliqué, très haché, tu sais, quand t'es pas à l'aise, que tu répètes les phrases, que tu fais plein de montages, plein de cuts. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que rien n'est inné déjà, et tout se travaille. Je travaille encore sur mon élocution, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas grave, hein, c'est normal, comme moi, si vous parlez vite, un peu trop vite, si vous êtes pas à l'aise, ça c'est vraiment quelque chose qui se travaille, faut en être conscient, et puis il faut se dire que voilà, c'est tout le monde commence quelque part. J'écoutais des podcasts de Stan Leloup qu'il a enregistré il y a 5 ans il me semble. Stan Leloup qui est quand même le marketeur français le plus connu, il fait des trucs de super qualité, et je regardais un petit peu les commentaires sur une série du coup qu'il avait faite il y a 5 ans, et tout le monde lui disait mais ton élocution ça va pas, tu parles d'une voix hypnotique, c'est très étrange, on a envie d'arrêter de t'écouter. Et finalement voilà, ça l'a pas empêché de percer, il s'est amélioré au fur et à mesure, et c'est absolument normal. Et c'est vrai que moi je suis du genre perfectionniste, je veux que tout soit parfait, tu vois, dès que je lance quelque chose, que ce soit mes formations, mon podcast, j'ai travaillé là-dessus heureusement, mais j'aime bien quand tout est parfait, donc ça a été compliqué pour moi, j'ai dû lâcher un petit peu du lest. Heureusement que j'étais accompagnée, parce que je pense que sinon le podcast ne serait pas sorti. Mais voilà, j'ai envie de dire vraiment, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat de pas se dire je suis bon pour tel ou tel domaine et le reste je mets de côté parce que je vais pas y arriver, je serai nulle, tout le monde est plus avancé que moi. Non, vraiment tout ce travail, donc ça c'est hyper important. Si vous avez des envies particulières, si vous avez envie de tester des choses, mais faites, et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Et mon audience ne m'en a pas tenu rigueur et ne m'en tient toujours pas rigueur si des fois je bafouille, etc. Je fais de moins en moins de montage parce que j'ai envie que ce soit naturel, et voilà, j'assume, voilà, c'est comme ça, je suis un humain, et voilà, c'est comme ça que je suis devenue à l'aise. Mais ça a pris quelques semaines, quelques mois, c'était pas évident au début, mais voilà, persévérer, ce serait mon maître mot. Et c'est une très bonne astuce d'aller écouter les anciens épisodes des personnes qu'on admire, ou même les premières vidéos. Je sais pas s'il y a un youtubeur ou youtubeuse préférée, d'aller voir ses premières vidéos pour voir d'où il vient en fait. De se rendre compte que personne n'est parfait dès le début, c'est en faisant qu'on s'améliore. Donc évidemment au début tes épisodes de podcast ils vont pas être au top, et puis en fait plus tu vas en faire, plus tu vas t'améliorer, tout simplement. Oui, c'est ça. Très bonne astuce, je note.
Alors aujourd'hui, donc tu as près de 40 épisodes, donc félicitations Déjà parce que tu publies, ouais, un épisode par semaine en moyenne à peu près, Quand j'ai le temps, ouais. J'essaye. quand t'as le temps. C'est chronophage, mais Après, on a le droit de prendre des pauses, hein. Voilà, oui. aussi, il faut. Est-ce que il y a une question en fait qui revient souvent, c'est comment est-ce que je fais pour toujours retrouver de nouveaux sujets. Donc c'est pareil en fait, que ce soit un podcast ou un blog ou des articles ou sur Instagram, même la création de contenu en fait. C'est une peur qui revient souvent. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que tu fais toi pour justement avoir toujours des nouvelles idées, parce que c'est quand même sur un... Alors il y a quand même plein de choses à aborder, mais ça reste une niche quelque part. Enfin, je sais pas si tu le considères comme une niche déjà, tu vas me dire. Comment est-ce que tu fais pour toujours avoir de nouvelles idées de sujets, ne jamais être à court, si t'as des petites astuces? Ouais, j'en aurais deux. Alors pour ce qui est de la niche, ouais, disons que c'est... Bon, de toute façon, les niches peuvent avoir des tailles différentes. Je suis pas extrêmement nichée, par exemple, comme pourrait l'être une spécialiste Pinterest ou Facebook Ads. C'est vrai que moi, ça... Ou podcast. Oui, tout à fait, oui. Clairement, c'est vrai que moi, ça reste quand même une niche assez généraliste, mais enfin, assez généraliste, ouais. C'est la création de micro-entreprises, mais ça reste quand même... je veux que ça reste généraliste, puisque moi, j'ai envie d'aider de façon globale des personnes, donc ça, c'est vraiment un parti pris dans leur aventure entrepreneuriale. Donc, c'est pour ça que la Micropreneur Academy, finalement, c'est une expérience entre guillemets qui se vit sur plusieurs mois et qui permet en 6 mois de vraiment d'avoir les fondations de l'activité. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même, c'est relativement défini, c'est-à-dire que j'ai des piliers au niveau de ma création de contenu, j'ai vraiment des thèmes que j'ai définis pour justement, ça c'est compliqué, il faut pas non plus trop s'éparpiller. Donc j'ai vraiment des thèmes précis quand même que je suis pour pas parler non plus de tout et n'importe quoi et brouiller un petit peu tant mon message commercial que finalement l'apprentissage que j'ai envie de transmettre aux personnes qui m'écoutent. Pour ce qui est des idées de contenu, premier conseil, c'est vraiment de tout noter. Moi, je note absolument tout. Et mes idées, je les ai souvent quand je marche et que j'écoute des podcasts, ou quand je suis sous la douche, ou quand je cuisine, ou quand je fais mon ménage. Voilà, de façon très triviale. Mais c'est vrai que mes idées me reviennent rarement quand je suis vraiment à fond dans l'opérationnel. C'est pour ça que c'est important pour moi de ménager vraiment des temps off où je laisse mon esprit un petit peu divaguer. Donc vraiment, je note tout dès que j'ai une idée. Vraiment, j'ai un fichier de notes sur lequel je note vraiment tout. Et puis, deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est de vraiment quand l'audience vous envoie des messages, des questions, quand vos clients vous posent des questions également, quand vous avez des objections de la part de vos prospects, c'est vraiment de tout noter. Moi, je note de façon très régulière. J'ai un dossier vraiment où je note toutes les questions que je reçois. Et donc, du coup, je m'en sers au final parce que c'est des problématiques de mon audience cible. Je m'en sers pour créer des épisodes de podcast. Donc c'est vraiment ce que je conseille, c'est donc de noter au fur et à mesure et puis d'écouter son audience parce que c'est vraiment là que peuvent venir les idées. Alors bien sûr tout en restant cohérent avec vraiment une ligne éditoriale qui est bien définie, mais c'est important de rester à l'écoute parce que je dis souvent à mes clients, c'est vraiment une source infinie d'informations, c'est hyper précieux d'être à l'écoute comme ça. Ouais, super intéressant. Effectivement, c'est là où tu vas tomber taper dans le mille finalement, parce que c'est vraiment les questions de ta communauté, donc clairement c'est la meilleure ressource. Ok, super. Du coup, tu me disais effectivement qu'aujourd'hui le podcast est central et que tu vas autour donc construire tout ce qui va être connexe à tes épisodes de podcast. Est-ce que tu as vu justement des changements? Donc il y a un peu de questions là, mais est-ce que tu as vu des changements? Tu m'en parlais un petit peu dans ton business, donc que ce soit au niveau de la relation avec ta communauté dans un premier temps, et puis aussi niveau financier, puis que tu as lancé ton podcast. Alors oui, je suis très contente parce que je vois vraiment les effets. Quand on vous dit que le podcast c'est un instrument business, c'est vrai. Je le vois au niveau autant de la visibilité que de l'engagement que de la conversion. Déjà visibilité parce que le podcast ça reste un format à la mode qui est hyper ludique, divertissant. Enfin ça dépend du podcast, mais qu'on peut écouter partout. Et c'est vrai que je sens que les personnes sont on sent vraiment un engagement au niveau du podcast. Les personnes, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent et donc j'ai de plus en plus de partage de mes épisodes de podcast que j'avais pas avant. Tu vois, on partage moins volontiers peut-être les épisodes de blog, les articles de blog que les épisodes de podcast. C'est vrai que c'est régulier que des personnes prennent en capture d'écran en disant voilà j'ai écouté tel podcast et donc ça me permet de moi plus me faire connaître puisqu'on parle plus de mon travail finalement. Et puis au niveau de l'intérêt de l'engagement des personnes qui me suivaient déjà, c'est que je vois vraiment, tu vois, que le lien de proximité et de confiance se fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement.
quand c'est des personnes qui m'écoutent dans le creux de leur oreille finalement toutes les semaines, plutôt que simplement d'aller de temps en temps sur mon blog, c'est moins humain, on va dire, c'est moins humain, c'est moins intime, et donc je vois que j'ai beaucoup plus de messages de personnes qui m'écoutent toutes les semaines, qui sont fidèles, qui réagissent à chacun de mes podcasts, qui me remercient, etc. Et j'avais pas du tout cette forme-là d'engagement quand j'avais des articles de blog, parce que voilà, on est noyé dans la masse, dans tous les articles qu'on trouve sur Pinterest, et on peut moins transmettre nos humeurs, notre personnalité, etc. Et je pense que ça aide vraiment à construire un lien de confiance. Et je le vois du coup au niveau de la conversion. Là, je t'ai vraiment fait le tunnel de conversion, mais là je le vois vraiment au niveau de la conversion. Il y a beaucoup de membres de la Micropreneur Academy qui m'ont dit qu'elles ont rejoint la Micropreneur Academy parce qu'elles m'écoutaient toutes les semaines et qu'elles avaient confiance finalement en mon travail et qu'elles appréciaient ma personnalité. Il y a vraiment deux choses, ça permet vraiment de montrer l'expertise et puis de bâtir un lien, puisque c'est des personnes qui sont habituées à notre voix finalement, qui apprécient notre message, notre personnalité, et donc vraiment je l'ai vu tant au niveau de la visibilité que du lien, que de la conversion. J'ai vraiment vu les effets et ce très rapidement, puisque je l'ai vu dès mars-avril quand j'ai lancé pour la première fois la Micropreneur Academy. Il y avait déjà des personnes qui m'écoutaient depuis quelques semaines et qui appréciaient. Et donc, je l'ai retrouvé dans la Micropreneur Academy. Donc, c'est assez marrant. Et ça me permet également, l'intérêt, c'est que ça me permet de vendre sans qu'avoir vraiment des publicités hyper pushy, des messages hyper directs. C'est vraiment, j'en parle, je pense, dans quasiment tous les épisodes. Je sais plus. Mais j'en parle vraiment je parle de l'académie de façon très naturelle. En tout cas, je pense, tu vois, ça vient naturellement. Je parle de mon offre naturellement, ça s'insère bien et j'ai pas l'impression de faire des spots de publicitaires à chaque fois. Mais ça me permet, du coup, les personnes qui m'écoutent savent que j'ai ce produit-là et donc ça permet de les habituer au fur et à mesure. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi au niveau de la vente. On n'y pense pas forcément, mais je trouve, en tout cas, pour les personnes qui ont un petit peu peur de vendre leurs produits ou leurs services, je trouve que le podcast permet de le faire de façon assez naturelle. Ouais, sans que ce soit justement trop venez acheter. C'est ça, voilà. Trop vendeur de tapis. Mais justement, c'est une question qui me vient, qui, je pense, est souvent dans la tête des personnes qui créent du contenu et qui, derrière, ont une offre, soit d'accompagnement ou de formation. Comment est-ce qu'on fait pour, justement, en donner assez dans un épisode de podcast sans en donner trop, parce que il va y avoir bien sûr beaucoup plus de compléments dans une formation par exemple, mais je trouve que c'est toujours difficile de jauger entre ce que tu donnes gratuitement dans un épisode de podcast, parce que un épisode de podcast c'est quand même assez long en général, c'est minimum 15 minutes. Et après, tu vas parfois avoir des sujets qui vont se retrouver aussi dans du contenu payant, donc dans une formation. Est-ce que tu arrives, toi, à jauger combien tu peux donner, ce que tu donnes? C'est une question hyper fréquente que j'ai eue moi aussi. Moi, mon parti pris, c'est vraiment je donne le maximum. Souvent on dit oui, il faut donner, je sais plus ce qu'on dit, mais il faut donner le quoi et le pourquoi et pas donner le comment. C'est ça, ouais. Moi, je fais pas du tout ça. Après, moi, ça reste des épisodes de 20 minutes, donc je pense pas déjà qu'en 20 minutes, je peux donner toute mon expertise, tout ce que j'ai apporté. Et surtout, en fait, et je le mettais d'ailleurs sur la page de vente de la Micropreneur Academy, ça pouvait peut-être décontenancer certains, quand j'ai créé ma page de vente l'autre jour, je disais, tout ce qu'il y a dans la Micropreneur Academy, vous pouvez le trouver en cherchant, en fouinant sur YouTube, sur Internet, dans les livres. Moi, je donne pas de toute façon, aucun formateur en ligne, à mon sens, donne des secrets, hein. Tout est, l'information est partout. Par contre, ce qu'on donne, alors moi, ce que je donne déjà, c'est un accompagnement individualisé, puisque moi, dans ma nouvelle formule, il y a également une permanence sur WhatsApp avec une conversation qui est dédiée. En plus des lives de Slack et des mails, donc là les personnes vraiment peuvent me contacter quand elles veulent, autant qu'elles veulent, donc ça c'est important pour moi. Il y a déjà ce soutien là, et puis il y a tout ce qui est structure, tu vois, chemin guidé, roadmap, parce qu'en fait dans les podcasts, ok, t'as des infos que tu peux implémenter, en tout cas j'essaye de donner des infos, des tips pour implémenter directement, mais je donne pas, tu vois, toute la structure, tout le programme d'un ordre chronologique. Là, c'est vraiment ce que je donne dans la Micropreneur Academy, c'est un chemin guidé, je donne pas des bribes, c'est vraiment toute la structure, tout le programme en entier, donc il y a ça, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les contenus gratuits, même s'ils sont hyper qualitatifs, avec beaucoup d'infos. Dans tous les cas, on retrouvera pas déjà cet accompagnement personnalisé quand on vend du coaching ou quand on vend comme moi un produit avec un accompagnement personnalisé, quelle que soit sa nature. Et dans le contenu gratuit, on retrouve pas, déjà, il n'y a pas cette notion d'accompagnement-là qu'on peut avoir
quand on est coach ou alors quand on a comme moi une formation en ligne avec un petit accompagnement individualisé. Et puis d'autre part, il n'y a pas vraiment de structure, tu vois, c'est vraiment un petit contenu sur un point précis. Donc moi, j'essaie vraiment de choisir des points précis qui sont qu'on peut mettre en pratique facilement avec pas mal d'infos, mais ça reste quand même une petite chose, finalement une petite partie de son business à améliorer, mais je donne pas toute la structure. Et nous, ça, c'est ce qu'on retrouve dans mon programme en ligne, et je suis persuadée vraiment qu'en faisant du contenu qualitatif avec énormément de valeur, ça donne envie aux personnes d'acheter ensuite, d'aller plus loin. Donc ça, c'est vrai que en tout cas pour moi, parce que moi, c'est un sujet quand même assez généraliste avec plein de choses à traiter, à évoquer. Effectivement, toi, dans ta niche, c'est vrai, je suis en train de réfléchir à ça. C'est vrai que toi, dans tes épisodes de podcast, tu peux pas non plus tout donner. Si tu faisais 20 épisodes pour chaque étape du lancement d'un podcast, effectivement, ce serait pas forcément optimal pour toi. Après, c'est adapté vraiment en fonction de la taille de la niche et de la façon dont on est niché. Mais effectivement, moi, je fais ça. Je prends le parti de vraiment faire des contenus longs, qualitatifs et qui donnent envie finalement, où je peux montrer mon expertise et qui donne envie ensuite d'aller plus loin. Exactement, mais je partage complètement, et je trouve aussi qu'il y a le côté quand tu payes pour un service, quand tu payes pour une formation, c'est beaucoup plus engageant. Tu peux retrouver le contenu. Je sais que Aline de The Bee Boost, c'est à peu près la même chose. Enfin, elle dit, il y a déjà énormément de contenu gratuit. Vous pouvez vous pouvez vous former tout seul en fait avec mes podcasts, mais il faut faire l'effort de regrouper les informations, tout à fait, d'être hyper organisé, machin. Quand t'as une formation qui a tout regroupé pour toi, qui te donne les étapes step by step, quoi, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, tu payes, donc il y a le côté un peu j'ai payé, alors tout à fait. Je vais aller au bout de mon truc, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis il y a également les supports. Quand c'est bien fait, les formations, il y a des fiches mémo, il y a des exercices, etc. Donc ça pousse vraiment au passage à l'action. On est vraiment, on part d'un point A et on arrive à un point B. Et c'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneur qui a envie de se former, j'achète beaucoup de formations et de coaching. C'est vrai, quand je me suis lancée, tu vois, je regardais beaucoup de contenu gratuit, j'ai tous les blogs, mais là maintenant, je sais à quel point ça peut faire gagner en temps, en sérénité, en professionnalisme quand on se forme avec vraiment une formation qui est bien faite, avec un parcours guidé, donc avec une difficulté croissante, de la mise en pratique, etc. Ça, c'est hyper important. Donc vraiment, moi, faut pas du tout être radin, entre guillemets, quand on crée du contenu, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui créent du contenu autour de nous, et donc c'est pas le moment d'essayer de faire de la rétention d'infos, puisque dans tous les cas, les infos, on pourra les trouver ailleurs chez d'autres créateurs de contenu. Donc c'est pas une stratégie viable ni efficace à mon goût en tout cas. Ouais, super intéressant. Bon, écoute, ça enchaîne plutôt bien sur la suite, qui est donc le sujet, bien sûr, en lien avec la création de contenu, qui est le besoin, quand on est entrepreneur, freelance, d'être visible un petit peu partout. C'est un sujet que tu as abordé récemment, donc dans un mail, et je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que on a toujours envie, il y a toujours une nouveauté, on a toujours envie d'en faire plus, d'être, je sais pas, de créer des reels, d'aller créer son podcast, de lancer sa newsletter. Enfin, il y a plein de choses à faire de toute façon, ça c'est clair, mais c'est pas toujours très efficace. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, de ton point de vue, déjà, pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à vouloir s'éparpiller, se disperser, et puis c'est quoi les désavantages de faire ça, justement? Ouais, alors je commencerai par dire déjà qu'il faut pas culpabiliser. On est tous et toutes comme ça quand on débute, en tout cas la majorité des personnes. Moi je l'ai été. Alors moi j'adorais regarder plein de blogs entrepreneuriat, regarder plein de vidéos. Quand je me suis lancée, quand j'ai même avant que je me lance, quand j'ai créé mon blog voyage, voilà, je découvrais Pinterest, je découvrais le SEO, je découvrais tout et j'avais envie d'être partout. Et je pense qu'on apprend à la dure ensuite quand on se rend compte que ça fonctionne pas vraiment. Alors pourquoi on se disperse? Ça peut être pour pas mal de raisons, mais en général c'est parce qu'on a le FOMO, Fear of Missing Out. C'est qu'on a tellement d'infos tout le temps, on a peur en fait, on a envie de réussir et on a peur de passer à côté de quelque chose qui va marcher pour nous. Et donc on est toujours à l'affût de la dernière nouveauté parce qu'on se dit ah là là, si par exemple on n'applique pas la dernière nouveauté Instagram, les autres vont prendre de l'avance, nous on va pas y arriver, etc. Donc on a cette peur. Et au final, on se focalise effectivement, comme je disais dans la newsletter à laquelle tu fais référence, on se focalise vraiment sur des tactiques. Donc déjà, on multiplie les formats de contenu, les offres, etc. Et puis, on essaye de glaner des followers en regardant des articles de blog, gagner 1000 abonnés en un mois. Enfin voilà, on essaie d'appliquer plein de tactiques pour avoir plus de clics, Et au final, on se rend
Par contre, on se pose pas les bonnes questions en fait. On se pose pas la question de savoir déjà à qui on s'adresse, quel message on a envie de transmettre, pourquoi on le fait. Et donc ça c'est hyper important parce que toutes ces stratégies là, ça va déterminer un petit peu les résultats. C'est vrai souvent on applique énormément de stratégies. Par exemple, on va vouloir faire grossir un compte Instagram et puis on va vouloir être sur plein de réseaux sociaux à la fois. Mais au final, ok, peut-être que ça va marcher sur du court terme, mais au final, si on oublie déjà qu'on a quelque chose à vendre, si on oublie quelle est notre stratégie à long terme, pourquoi on est sur Instagram, ça peut pas fonctionner. Et donc, les tactiques, c'est bien. Essayer d'optimiser son compte Instagram, son podcast, etc., c'est bien. Mais il faut vraiment revoir les fondamentaux et se dire, ok, quelle est ma stratégie, pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça, comment je vais le faire, etc. Et puis, quand on est sur plein de formats de contenu à la fois ou qu'on a plusieurs offres, pour moi, ça fonctionne de la même façon. C'est qu'on va diviser son énergie, tout simplement. C'est vrai que quand on est focalisé, par exemple, sur 5 réseaux sociaux à la fois, au lieu d'être focalisé vraiment que sur Instagram, eh bien, on va diviser notre énergie en 5. Et donc, forcément, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des résultats. Donc, ça, c'est hyper important. C'est pour préserver son énergie, pour gagner en efficacité. Et puis, des fois aussi, au niveau de nos clients, notre audience, nos prospects, ça risque un petit peu de brouiller le message commercial. Alors là, je parle plutôt au niveau des offres. C'est vrai que c'est un sujet dont je parle, j'ai déjà parlé dans le podcast. Quand on a trop d'offres comme ça, trop de profusion d'offres, de formats de contenu, notre audience se perd un petit peu puisqu'elle sait pas vraiment dans quoi on est spécialisé, qu'est-ce qu'on fait, quelle est l'offre qui lui correspond finalement. Il y a tout un tas d'inconvénients finalement à se disperser. Et puis ça demande beaucoup. Souvent on me demande comment je fais pour rester focus parce que moi j'ai vraiment appris ça au fur et à mesure. Tout simplement, c'est de l'autodiscipline, c'est de se mettre des œillères. Et vraiment, des fois, ça m'arrive, par exemple, je vois des articles, je vois des vidéos, je vois des choses à tester, et je me dis, ok, ça, je mets ça de côté, vraiment, je me force. Des fois, je mets vraiment des livres, des contenus, etc. de côté. Ils sont rangés, ils sont là, je note l'idée, mais vraiment, je me dis, ok, par exemple, en ce moment, c'était la refonte de l'académie, donc je vais pas aller essayer de, par exemple, créer une chaîne YouTube, tu vois. C'est vraiment, j'ai cette petite idée, peut-être, pour 2021. En tout cas, vraiment, moi, j'annule pas les projets, mais je les reporte tout simplement. Et ça, c'est vraiment de l'autodiscipline. Là, j'ai pas vraiment de recette magique au sujet de l'éparpillement, mais je pense que on s'aperçoit bien vite que ça marche pas, qu'on est épuisé, qu'on est sur tous les fronts à la fois et qu'on n'a pas vraiment de résultats. Donc là, c'est hyper important de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus efficace finalement? Comment est-ce que je trouve mes clients? Qu'est-ce qui fonctionne au niveau du contenu, etc. Au début d'interview, tu disais que tu avais lancé ton podcast un petit peu pas comme ça, mais parce que l'idée est venue, etc. Comment est-ce que tu as fait pour justement te dire, ok, est-ce que c'est le bon contenu pour moi? Est-ce que par exemple, quelqu'un qui a envie de lancer son podcast, ou justement qui est intéressé par le podcast, parce que on le disait, c'est un petit peu un format à la mode en ce moment, quelles seraient éventuellement les questions qui pourraient se poser avant de se lancer? Déjà, moi, je conseillerais de bien définir son audience cible, son offre ou ses futures offres. Ça, c'est important parce que faut pas oublier que le podcast, bon, c'est sympa, c'est ludique, mais si vous l'utilisez parce que vous avez une entreprise, a priori, c'est pas votre loisir et c'est hyper important de connecter ça à vos objectifs business, ce que vous voulez vendre, à qui vous vous adressez. Ce serait dommage, même si c'est pas grave du tout, ça se rattrape, mais ce serait dommage, tu vois, de commencer en faisant trop large, en tapant pas au bon endroit, avec des sujets qui sont pas forcément adaptés. Donc déjà, prendre le temps, et j'insiste là-dessus parce que je sais qu'on le fait pas, ce travail-là, de prendre le temps de revoir vraiment les fondations de son entreprise, qu'est-ce qu'on veut proposer, pourquoi, comment, à qui, etc. Je commencerai vraiment par ce travail-là, et je suis contente d'avoir été accompagnée puisque j'ai pu revoir ça et je l'avais pas fait encore. Enfin, j'ai pu voir ça du coup. C'est même pas revoir, c'est vraiment, je l'avais pas vraiment fait ce travail-là, et je me suis rendu compte à quel point c'était important parce qu'ensuite on a vraiment une fluidité au niveau de la création de contenu. Voilà, donc ça c'est important. Et après, pour savoir si le podcast est fait pour nous, je pense que vraiment, moi, je suis du genre à dire, ok, il faut tester. Il faut pas investir beaucoup, ni en temps, ni en énergie, ni en argent. Essayer d'enregistrer 2, 3, 4 podcasts, même si c'est sur le dictaphone de l'iPhone, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Souvent, on se pose tellement de questions à se dire, est-ce que ça va être adapté? Est-ce que je vais apprécier? Est-ce que ça va être apprécié? L'idée, là, c'est vraiment de le lancer, de voir, de faire une cover sur Canva. On peut tout faire. Bon, bien sûr, à terme, c'est pas forcément viable. Moi, j'aime bien avoir, par exemple, du bon matériel, mais on peut très bien se lancer avec simplement un iPhone et voir un petit peu, est-ce qu'on a été à l'aise? Est-ce que on a plein d'idées ou est-ce qu'au contraire, ça nous saoule déjà finalement de produire les prochains épisodes?
quels sont les retours de l'audience. Voilà, moi je trouve ça important de vraiment se lancer. On peut pas spéculer non plus. C'est pas parce qu'on va faire des sondages sur Instagram pour demander à l'audience si elle est intéressée que ça va vraiment fonctionner ou pas. Ça c'est vraiment en se lançant. Après, il faut faire attention à son audience cible parce qu'il y a des personnes, il y a des audiences, des types d'audiences qui n'écoutent pas du tout de podcast. Et ça, c'est important de se dire aussi, ok, j'ai envie de lancer un podcast, mais en fait, mon audience n'est pas du tout familière avec ça. Alors, c'est possible d'éduquer les personnes avec un peu de pédagogie pour qu'elles aillent écouter, mais je trouve ça beaucoup plus difficile que si c'est une audience qui a déjà l'habitude. Ouais. Et ça, c'est hyper important aussi de pas choisir. Alors, la notion de plaisir est importante, mais c'est vrai que c'est hyper important de se dire, ok, quelle est mon audience cible et est-ce qu'elle écoute des podcasts? C'est quand même. Est-ce qu'elle sait ce que c'est un podcast? Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a plein de personnes qui savent pas encore ce que c'est, même si, heureusement pour nous, ça se démocratise. Mais effectivement, moi, j'ai une audience qui écoute beaucoup de podcasts, qui est vachement habituée. Il y a plein de podcasts entrepreneuriat, donc ça, c'est pas un problème. Mais, par exemple, je pense à mon ancien business, je ciblais des personnes qui travaillaient dans les legal tech, fintech. Est-ce que ça aurait été utile par rapport à mon audience en B2B dans ces startups-là? Je suis pas sûre, tu vois, j'aurais plus préféré des articles de blog, par exemple. Mais ça, c'est vraiment, voilà, ça dépend vraiment de votre cible, de votre business. Ouais, faire une petite enquête sur quel est le média adapté, en fait, à la cible. Et mais je trouve que c'est très intéressant tes conseils, et ça fonctionne aussi si t'as pas de business et que t'as envie de faire un podcast plaisir. Le fait de savoir à qui on s'adresse, de trouver sa niche, de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, ça c'est des questions que je recommande aussi qu'on se pose dans quel que soit le projet, parce que de toute façon, même si c'est quelque chose plaisir, si on se rend compte que personne n'écoute, alors que notre objectif c'était quand même d'avoir des auditeurs, à part si on le fait uniquement pour aller, je sais pas, interviewer des personnes par exemple, c'est possible aussi. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce projet et à qui on s'adresse. Peu importe si on a un business ou pas. Tout à fait. Là, on vient de commencer cette nouvelle année 2021. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour bien démarrer cette année, que ce soit plutôt pour quelqu'un qui est entrepreneur, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en 2021? Ah, vaste question. Ouais, n'est-ce pas? Alors moi, je suis du genre à dire que tout dépend de la personne. Il y a des personnes qui aimeraient bien avoir vraiment des objectifs ultra clairs, un plan d'action, etc. Et des personnes qui n'ont pas envie, qui ont envie de naviguer à vue. Et moi, je l'ai fait au début de mon entreprise et c'est pas grave du tout. Je dis ça parce que c'est vrai qu'en début d'année ou en fin d'année, il y a beaucoup de contenu par rapport à ça. Je trouve ça très, très important, très intéressant d'avoir des objectifs, de savoir où on veut aller. Après, c'est vraiment à adapter. Ça, je dis tout le temps à mes clientes. C'est vraiment important d'adapter en fonction de notre manière de travailler, de ce qu'on a envie de faire, de nos contraintes également, de prendre en compte, par exemple, si des personnes sont encore salariées. J'ai plein de clients qui sont encore salariés. Donc, c'est hyper important déjà, en premier lieu, de prendre en compte, en considération les contraintes logistiques, familiales, temporelles, etc. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de se focaliser, toujours dans un objectif on se disperse pas, de se focaliser sur 2-3 objectifs. Ça, c'est important. Donc vraiment, moi, pour cette année-là, j'ai 3 objectifs qui sont pas, je sais que je vais pouvoir les réaliser, qui sont vraiment réalisables en une année. Et ensuite, ce que j'aime bien faire tout le temps, ce que je conseille, c'est vraiment de décortiquer les difficultés. Tu vois, tu as un objectif, tu le divises ensuite, soit en sous-objectifs si c'est un gros objectif, soit en étapes. Par exemple, je veux lancer mon podcast, donc quelles sont les grandes lignes finalement de mon projet au niveau de la stratégie, des premiers enregistrements, etc. Donc ça, c'est important vraiment de diviser. Et puis ensuite, on a notre emploi du temps sur l'année. Et puis on peut prévoir des mois dédiés au podcast, à la création d'une offre, etc. Moi, je prévois mon année sur 12 mois, mais comme je fonctionne beaucoup, comme je l'ai dit, à l'inspiration, aux envies, ça m'arrive très souvent de changer en cours de route. Ça, c'est pas du tout grave. Faut pas être complexé par rapport à ça. Mais vraiment, mes conseils, ce serait 2-3 objectifs pour vraiment bien démarrer l'année et puis diviser la difficulté vraiment selon la taille des objectifs en sous-objectifs ou alors en grandes lignes. Et puis voilà, faire un rétro-planning également. Par exemple, j'ai envie de lancer mon podcast le 1er avril. Donc, d'ici le 1er avril, en fait, je prends le planning à l'envers. Donc, ça veut dire que d'ici le 15 mars, par exemple, je dois avoir enregistré mon premier épisode. D'ici le 1er mars, je dois avoir, écrit mon premier épisode. Je dois avoir mon micro, etc., etc. Donc, ça, c'est intéressant.
Super, bah très très intéressant. Et merci de déculpabiliser les personnes qui sont pas hyper au carré sur leurs objectifs. Non, je fais partie. Voilà. Moi aussi, j'aime bien naviguer un petit peu à vue, donc c'est bien de déculpabiliser de temps en temps. Oui, c'est important vraiment de prendre en considération sa façon de travailler, sa personnalité, etc. On n'est pas tous des robots. Exact. Encore heureux. C'est ça. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup. Par rapport à la Micropreneur Academy, donc tu nous as expliqué en début ce que c'était. Tu as dit février 2021, c'est ça? Est-ce que tu as la date exacte? Comment est-ce qu'on fait aussi pour être tenu au courant? Alors pour être tenu au courant, en allant sur mon Instagram, donc roquette.tonbusiness, j'en parle régulièrement, donc il n'y a pas moyen de le louper, ou en s'inscrivant même il y a une liste d'attente sur le site de Micropreneur Academy, donc micropreneur-academy.fr. Donc vraiment il y aura toutes les infos sur Insta et par mail. Pour la date, alors ça dépend également de la réponse au niveau du Datadoc pour les financements, mais ce sera la semaine du 15 février. A priori, on croise les doigts. Il y aura une semaine de formation gratuite, donc avec un challenge de 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. Voilà, il y aura un groupe Facebook, des lives, des supports pour bien démarrer 2021, et ensuite les inscriptions ouvriront pour les personnes qui veulent aller plus loin avec moi. Bon bah parfait. Merci beaucoup Maëlan, c'était super intéressant. Merci à toi. Donc tu m'as dit où est-ce qu'on te retrouve sur Instagram principalement, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis active tous les jours. J'ai qu'un réseau social, donc c'est celui-là. Anti-éparpillement. toi, ouais, tu ne te disperses pas, c'est bien. Merci beaucoup. Et ben écoute, je te souhaite une bonne année 2021. Eh bien merci, mais toi aussi. Voilà, j'espère que cet épisode avec Maëlan vous a donné la force pour cette nouvelle année, même si le premier mois de cette nouvelle année est déjà bientôt terminé, et ça fait peur. Retrouvez toutes les informations sur Maëlan, son podcast Révèle-toi et la Micropreneur Academy sur son compte Instagram roquette.tonbusiness. C'est vraiment une mine d'informations au niveau des stories notamment que j'adore suivre, donc allez y jeter un œil. Et si vous avez comme projet pour cette nouvelle année de lancer votre podcast et que vous avez besoin d'un coup de pouce, j'offre 20 minutes d'échange gratuite pour discuter de votre projet de podcast. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien se trouve dans la description de cet épisode ou sur mon site podcast-stories.fr, et ce serait avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, journée, nuit, peu importe quand est-ce que vous écoutez cet épisode, et je vous dis à très bientôt.